Imaginons à l'instant une campagne de communication moderne. D'accord. L'objectif, c'est de faire passer un message crucial. Un truc fondateur pour un nouveau gouvernement, quoi. Ouais, le genre de message que tout le monde doit voir. Exactement. Donc on loue le plus grand panneau d'affichage possible, mais au lieu de le mettre bien en évidence au bord d'une autoroute, on décide de l'accrocher à plus de 100 mètres de haut, Ah oui, carrément. sur une falaise totalement abrupte, vertigineuse. Un endroit où absolument personne peut s'en approcher, ni même lire ce qui est écrit dessus. Ça n'a aucun sens d'un point de vue stratégique. Bah oui, ça semble défier toute logique. Pourtant, c'est le point de départ de notre analyse d'aujourd'hui. On a rassemblé une montagne de sources pour notre audience. Des rapports de fouilles du 19e siècle, des analyses linguistiques ultra pointues sur le cunéiforme et des études très récentes sur la propagande de l'Empire achéménide. Un gros dossier, en fait. Ah, ça c'est sûr. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment ce rocher, le rocher de Beistoun, une paroi complètement inaccessible, a paradoxalement permis de déverrouiller toutes les langues de l'Orient ancien. Et le cadre géographique de ce fameux panneau d'affichage, c'est déjà une déclaration en soi. On est sur l'ancienne route caravanière qui reliait Babylone à Ecbatane, donc dans l'actuel Iran. C'était une autoroute de l'époque en gros. C'est ça, mais les dimensions du truc donnent vraiment le vertige. On parle d'un bas-relief sculpté de 7,8 mètres de haut sur 22 mètres de long. 22 mètres. Ouais. Et tout ça est taillé directement à flanc de montagne, à 105 mètres au-dessus du sol. Donc l'intention, c'était clairement pas de s'adresser aux marchands qui passaient en bas. L'idée, c'était d'utiliser la géographie comme un coffre-fort. Pour empêcher les dégradations, tu veux dire. Exactement, c'est pour empêcher tout vandalisme. C'est une œuvre qui a été pensée pour l'éternité. Sauf que l'éternité a un grand sens de l'ironie. Ah oui, on peut dire ça. L'auteur a voulu figer son exploit pour toujours, mais les populations locales ont fini par totalement oublier qui il était. Pendant plus de 2000 ans, il y a eu une erreur d'attribution qui est juste monumentale. Même les plus grands se sont fait avoir. Mais oui, même de grands historiens grecs, genre Diodore de Sicile, se sont trompés en regardant cette falaise. Ils affirmaient que c'était l'œuvre de Sémiramis, une reine mythique assyrienne. Le monument a survécu, mais la signature a disparu dans les brumes du mythe, quoi. Voilà. Ok, décortiquons ça. Puisque le texte était complètement illisible d'en bas, qu'est-ce que les voyageurs voyaient concrètement depuis la route? C'était quoi le message purement visuel? Ce qui frappait l'œil immédiatement, c'était vraiment la codification de l'image. C'est une véritable grammaire de la domination. Au centre, surdimensionné, tu as la figure d'un roi héroïque d'1,80 m de haut. C'est Darius Ier. 1,80 m, c'est immense pour les standards de l'époque. Ah, c'est clair. Et il n'est pas seul. Juste au-dessus de lui, il y a le dieu Ahura Mazda qui plane et qui lui tend un anneau. Ah, l'anneau de pouvoir. Tel. Bon, le héros béni par les dieux, c'est un grand classique, mais la partie basse du relief, elle est beaucoup plus sombre, non? Absolument. Sous le pied gauche de Darius, il y a littéralement un homme qui est écrasé au sol. Il a les bras levés, genre en signe d'agonie ou de soumission totale. Et nos sources l'identifient comme Gaumata le mage, c'est ça? Pater. C'est exactement lui. Et le pire, c'est juste derrière. Il y a une file de 9 prisonniers. Le texte va les appeler plus tard les rois menteurs. Sympa l'ambiance. Très sympa, oui. Ils ont les mains attachées dans le dos et, détail vraiment glaçant, ils sont tous reliés par une seule et même corde qui leur enserre le cou. Oula, ouais, c'est radical. Sans lire un seul mot, le message est bien reçu. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas du tout une fresque diplomatique. C'est vraiment la mise en scène d'un écrasement total. Une rébellion anéantie, et tout ça est ordonné et validé par l'ordre cosmique. D'accord, donc l'image, elle est redoutable. Mais attends, il y a un truc qui cloche là. Quoi donc? Tu viens de dire que le monument fait 22 mètres de long. Et une grande partie de cette surface, elle est couverte de textes cunéiformes. Oui, des milliers de signes. Bah voilà. Si je suis un voyageur sur la route en bas, je vois qu'un vague dessin et des espèces d'éraflures sur la pierre. Pourquoi dépenser une fortune, mobiliser des tailleurs de pierre pendant des mois au-dessus du vide, juste pour graver des milliers de mots que l'œil humain ne peut même pas déchiffrer? C'est toute la différence entre une communication humaine et une communication divine, en fait. Le texte, c'est pas un journal d'information pour les passants. Ah d'accord. Il est destiné aux dieux. C'est comme un contrat gravé dans la roche. Et c'est aussi pour la postérité la plus lointaine. Mais bon, cette inaccessibilité, elle a eu une conséquence que personne n'avait prévue. Laquelle? Ça a provoqué l'une des plus longues impasses scientifiques de toute l'histoire. Au XVIIIe siècle, les érudits qui observaient ces signes de loin, avec des longues vues, ils voyaient même pas que c'était une écriture. Non.
Il pensait que c'était quoi alors? Il pensait que c'était des talismans magiques ou de simples décorations. Certains ont même écrit que c'était des traces laissées par des vers dans la pierre. Des vers de terre, non, mais c'est fou ça. Et c'est là qu'on arrive vraiment au moment charnière, hein. Avant même de poser une échelle sur cette paroi, il a fallu un déclic purement intellectuel. Oui, un vrai coup de génie. En 1802, il y a un chercheur allemand, Georges Frédéric Grotefend. Il s'attaque au mystère sans rien connaître à la langue. Zéro. Rien du tout. Il utilise la logique pure. Un peu comme quand on résout un sudoku, tu vois. Il part d'un principe super simple basé sur les formules royales perses qu'on connaissait déjà grâce aux Grecs. Oui, les fameuses formules stéréotypées. Voilà. La formule type, c'est genre un tel, grand roi, roi des rois, fils d'un tel. Et c'est la clé de voûte de toute sa réflexion. Grotefend, il se dit, OK, si on trouve une séquence où un individu X se dit roi et fils d'un individu Y, mais que cet individu Y, lui, il est jamais accompagné du symbole qui signifie roi, qu'est-ce que ça implique historiquement? Ça implique tout simplement que le père n'était pas roi. Exactement. Donc, que X est soit le fondateur d'une dynastie, soit un mec qui a pris le pouvoir par la force. Grotefend, il va fouiller dans la généalogie des Achéménides et il trouve les coupables parfaits. Darius, qui est roi, et son père Hystaspès, qui, lui, ne l'était pas. C'est brillant. C'est incroyable. En cherchant simplement ce motif répétitif de caractère, il a réussi à isoler le mot roi et les noms propres. C'est un vrai triomphe de déduction. Mais bon, la théorie, elle a ses limites. Comment ça? Pour valider ce modèle et lire vraiment l'ensemble des textes de Behistun, il fallait des copies parfaites. Et c'est ce qui nous amène à la phase physique de cette histoire. Et franchement, une phase ultra périlleuse. Périlleuse, c'est un faible mot. Franchement, c'est là que ça devient vraiment super intéressant. Entre 1835 et 1847, il y a ce jeune officier britannique de 25 ans, Henry Rawlinson. Le fameux Rawlinson. Il décide d'aller chercher ce texte lui-même. On est au 19e siècle, hein. Il n'y a pas de corde en nylon, il n'y a pas de drone. Le mec est suspendu au-dessus du vide, plaqué contre la falaise par le vent. C'est terrifiant. Il tient sa ligne de vie d'une main, et de l'autre, il copie laborieusement ces milliers de petits clous cunéiformes. Mais au-delà de l'exploit sportif, en quoi le simple fait de recopier des symboles qu'il ne comprenait même pas, ça l'a aidé à déchiffrer la langue? C'est une question fondamentale. Tant qu'on regardait le texte de loin, on voyait qu'une espèce de bouillie de signes. Mais en recopiant le texte de très près, signe par signe, Rawlinson a pu établir des statistiques. Ah, malin. Ouais. Il a pu voir exactement combien de fois tel symbole apparaissait. Il a identifié les espaces entre les mots. Et surtout, il a pu repérer le fameux groupe de signes qui signifiait roi, celui que Grotefend avait théorisé. Donc en ayant tout le texte sous les yeux, ça a fait tilt. Exactement. La phonétique a commencé à s'aligner avec la logique. Et c'est comme ça qu'il a extrait 3 blocs distincts. 414 lignes dans une langue, 593 dans une autre et 112 lignes dans une troisième. C'est quand même dingue de se dire que notre compréhension de l'Antiquité, elle tient littéralement au carnet de croquis d'un type, suspendu dans le vide, d'une main. C'est vrai que c'est romanesque. Mais malgré tout son courage, il y avait des zones de la paroi qui restaient impossibles à lire à l'œil nu. À cause de l'érosion, la pluie, le vent, le rocher exigeait une technologie supérieure. Tout à fait. Donc on passe au XXe siècle, et là c'est l'escalade technologique. Littéralement. En 1904, on a les archéologues King et Thompson qui changent complètement d'échelle. Funit le carnet de croquis en équilibre instable. Ils ont ramené le gros matériel, là. Ouais, des ancrages massifs, des câbles en acier et un vrai berceau suspendu. Et cette stabilité, ça leur a permis d'observer la roche à la loupe. Et tu ne devineras jamais ce qu'ils ont trouvé. Quoi? Ils ont découvert que les sculpteurs antiques de Darius, ils faisaient face exactement au même problème de roche friable qu'eux. Ah ouais? Oui. Pour réparer les trous naturels de la montagne, avant de graver, les artisans achéménides coulaient du plomb fondu directement dans la pierre. Non, mais le souci du détail est fou. Réparer une montagne avec du plomb. C'est du travail d'orfèvre à 100 mètres de haut. Mais bon, l'outil ultime, celui qui a vraiment permis d'arracher les tout derniers secrets à cette montagne, il arrive plus tard, non? En 1948, avec George Cameron. Exact. Cameron, lui, il arrive avec une approche très moderne. Il installe un grand échafaudage, mais surtout, il utilise une arme secrète, du latex liquide. Du latex? Ouais. Au lieu de se fatiguer les yeux sur des zones devenues lisses à cause de l'érosion, il badigeonne carrément la roche de ce caoutchouc liquide. Et la méthode est brillante. Parce que le latex, en séchant, il va pénétrer dans toutes les micro-fissures que l'œil humain peut plus du tout voir. C'est ça.
Et quand on le retire, on obtient un moulage en 3 dimensions, un négatif absolument parfait de la frappe originelle du burin qui était conservé tout au fond de la roche. Mais c'est exactement comme une IRM en médecine. On arrête de regarder la surface de la peau et on utilise une technologie pour révéler la structure invisible à l'intérieur. Belle analogie, c'est tout à fait ça. Bloc de texte que Rawlinson avait découvert. On va faire un inventaire parce que ces 3 voies et racontent vraiment comment fonctionnait le monde à cette époque. En effet, Beistun, c'est une inscription trilingue. La première voie, ce sont les 414 lignes en vieux perse. C'est la langue de l'élite, la langue des conquérants. Et nos analyses linguistiques montrent un truc technique très particulier. C'est-à-dire, Ce n'est pas un système avec des milliers d'idéogrammes super complexes, c'est un syllabaire quasi alphabétique. attends, juste pour clarifier ce terme technique pour ceux qui nous écoutent. Un syllabaire quasi-alphabétique, ça veut dire qu'au lieu de devoir mémoriser un dessin spécifique pour le mot cheval et un tout autre dessin pour le mot montagne, ils ont décomposé la langue en sons de base. Exactement. C'est un bond technologique majeur, en fait. C'est beaucoup plus facile à apprendre et à utiliser au quotidien, non? Tout à fait. C'est une vraie rationalisation de l'écriture. Ensuite, on a la deuxième voie. Ce sont les 593 lignes en élamite. Ça, c'est la vieille langue de la région de Suse. Et l'archéologie forensique nous a révélé un détail vraiment fascinant. Lequel? C'est l'élamite qui a été sculpté en tout premier sur la falaise. Mais attends, comment on peut savoir dans quel ordre ça a été gravé plus de 2500 ans plus tard? Ça me paraît dingue. C'est très simple, par la disposition physique sur la roche. Les chercheurs ont remarqué que le bloc de texte élamite, il occupe l'espace le plus logique et le plus accessible, juste à droite du grand relief sculpté, Ah, la place de choix. qu'elle a été ajoutée après, quand la meilleure place était déjà prise par l'élamite. D'accord, c'est de l'analyse de scènes de crime spatial, quoi. Hein. Et cette troisième langue, justement, coincée dans son coin, c'est l'akkadien, avec 112 lignes. Oui. C'est la langue des Babyloniens, une langue de prestige diplomatique de l'époque. Et en fait, si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est là que Behistun devient le joyau absolu de l'archéologie. Parce que les savants connaissaient déjà quelques rudiments d'autres langues sémitiques. Du coup, l'akkadien de Behistun, il a fonctionné comme une clé de déchiffrement monumentale. La fameuse clé. Exactement. Si la pierre de Rosette a permis de comprendre les hiéroglyphes égyptiens grâce aux Grecs, eh bien l'akkadien de Behistun a permis de déchiffrer absolument toutes les tablettes d'argile de la Mésopotamie. Sans cette falaise, on ne comprendrait pas Babylone, ni la Syrie d'ailleurs. C'est quand même fou de se dire que notre accès à l'épopée de Gilgamesh, ou même aux chroniques mésopotamiennes, tout ça vient de ce bout de rocher perché en Iran. C'est vertigineux. Mais revenons un peu à la première langue, le vieux perse. En épluchant ces lignes-là, les chercheurs sont tombés sur le paragraphe 70. Et ce petit paragraphe, il a provoqué un vrai séisme chez les historiens. Il a révélé ce qu'on pourrait appeler la plus grande arnaque littéraire de l'Antiquité. Ah oui, il faut remettre le contexte là. Pendant très longtemps, l'histoire officielle disait que c'était Cyrus le Grand, donc le fondateur de l'Empire, qui avait inventé l'écriture cunéiforme perse. C'était la théorie acceptée par tout le monde. Oui, la preuve, c'était qu'on avait trouvé des palais de Cyrus à Passargade avec de toutes petites inscriptions dans cette écriture. Le dossier semblait complètement clos. Jusqu'à ce qu'on lise le fameux paragraphe 70 de Behistun. Darius y déclare très officiellement, en parlant de lui-même, « Par la grâce d'Ahura Mazda, j'ai fait une inscription d'un genre nouveau, en arienne, qui n'existait pas auparavant. » Voilà, le scoop. Je m'arrête là une seconde. Si Darius a inventé cette écriture spécifiquement pour ce monument de Behistun, ça veut dire que les inscriptions sur les tombes et les palais de ses prédécesseurs, comme Cyrus, Eh ben, elles ont été rajoutées après coup. Darius a littéralement fait forger ces inscriptions sur les monuments de Cyrus le Grand mais pourquoi faire ça? pour créer une fausse continuité de dynastie. Mais c'est le plus grand retcon de l'histoire. Pour ceux qui aiment la pop culture dans notre audience, le retcon, c'est quand un scénariste modifie rétroactivement le passé d'une histoire pour que ça l'arrange bien au présent. C'est une très bonne comparaison. Darius a littéralement inventé une police de caractère officielle, puis il a envoyé ses gars graver le nom des anciens rois avec, juste pour faire croire qu'il faisait partie de la même lignée légitime. C'est exactement la définition d'une manipulation étatique de grande envergure. Mais cette découverte, elle lève aussi le voile sur un autre paradoxe. Lequel? Le vieux perse de Behistun, il a été créé pour la propagande, pour être figé dans la roche. Mais comment on gère un empire gigantesque qui va de l'Égypte jusqu'à l'Indus avec une écriture monumentale qui vient tout juste d'être inventée de toutes pièces?
La réponse est simple, tu le fais pas. Et c'est là qu'on découvre la réalité du terrain. Le vrai ciment de l'Empire, au quotidien, c'était pas la pierre, c'était l'araméen. Absolument. L'araméen, c'était un alphabet super simple qu'on traçait rapidement à l'encre sur du papyrus ou du parchemin. En fait, si le monument de Behistun, c'est la vitrine prestigieuse du magasin, l'araméen, c'est le système d'exploitation de l'ordinateur dans l'arrière-boutique. Très juste. C'est un peu l'email de l'Antiquité. C'est avec l'araméen que les scribes géraient les impôts, l'armée et la vie quotidienne des satrapies, c'est-à-dire les immenses provinces administratives de l'Empire. Et ce contraste entre le mythe gravé dans la pierre, très lent, très majestueux, et la bureaucratie rapide sur papyrus, ça nous amène vraiment au cœur du problème de Darius. Son problème de légitimité. Oui. Pourquoi avoir besoin d'autant de propagande, de fausses écritures et de déclarations divines? Parce que son accession au pouvoir en 522 avant notre ère, elle est tout sauf légitime et pacifique. Ah ça, c'est un bain de sang absolu. Les archives sont vertigineuses. On parle d'une année entière de chaos total. Darius et ses généraux ont dû mener 19 batailles rangées. 19, oui. Ils ont affronté et écrasé les armées de 9 rois rebelles différents. Quand on regarde ça froidement, Darius ressemble beaucoup moins à un héritier légitime qu'un chef de guerre impitoyable qui vient juste de réussir un coup d'État monumental. Précisément. Et quand vous prenez le pouvoir par une violence aussi extrême, la brutalité seule, ça suffit pas à maintenir la paix sur le long terme. Non, ça finit toujours par craquer. Donc il faut transformer ce coup de force en un destin cosmique inévitable. Et pour y parvenir, Darius ne va pas seulement inventer une écriture, il va aussi plagier carrément les codes visuels du passé. Attends, il a copié l'image du relief aussi? Eh oui. Si on compare le relief de Behistun à une œuvre beaucoup plus ancienne, le relief d'Anubanini, qui date d'environ 2000 ans avant Darius, la ressemblance, elle n'est pas du tout fortuite. C'est un pur copier-coller. C'est la même mise en scène? À l'identique. Le roi écrasant son ennemi du pied gauche, l'arc dans la main, les prisonniers ligotés devant lui, et la divinité qui valide la scène en haut. Darius s'approprie délibérément un langage visuel vieux de 2 millénaires. Et d'ailleurs, ça soulève une question importante sur la nature du pouvoir. Ah ouais, c'est brillant d'un point de vue communication. Imagine un politicien moderne qui prendrait le pouvoir par un putsch ultra-violent. Dès le lendemain, il engage la meilleure agence de relations publiques du pays et il fait diffuser des photos de lui posant exactement dans le même bureau, avec les mêmes vêtements et la même posture que le leader le plus respecté d'il y a 200 ans. C'est tout à fait ça. L'objectif, c'est de saturer le cerveau des gens avec des symboles d'autorité super anciens. Comme ça, ils oublient un peu les chars d'assaut qui sont encore dans la rue. C'est la mécanique même de la légitimité. Elle s'emprunte aux traditions pour être reconnue directe par l'inconscient collectif. Et cette agence de relations publiques antique, elle s'est pas arrêtée à une seule falaise perdue en Iran. Le message, il devait infuser partout. Bah oui, parce qu'un panneau d'affichage géant, même à 105 mètres de haut, ça sert pas à grand-chose si presque personne le voit. Behistun, c'était que la maquette originale, en fait. Le point zéro d'un énorme réseau de diffusion mondiale. Nos recherches archéologiques montrent que le texte a été dupliqué à une échelle vraiment industrielle pour l'époque. On a retrouvé des fragments de massifs blocs de diorite en plein Babylone, avec la version akkadienne du texte. Ça a voyagé loin. Et encore plus lointain, sur l'île d'Éléphantine, on est aux confins sud de l'Égypte, là. On a découvert des papyrus qui contenaient des copies de l'inscription. Elles étaient traduites en araméen et destinées à la garnison militaire locale. Donc, si on prend un peu de recul sur tout ça, on voit un changement radical dans la nature même de cet empire. C'est clair. Ses prédécesseurs, Cyrus et Cambyse, y passaient leur temps sur leurs chevaux à conquérir des territoires, à l'épée. C'était l'expansion brute. Mais ce que fait Darius ici, avec Behistun, les copies envoyées jusqu'en Égypte, l'invention d'une écriture officielle, la gestion quotidienne par l'araméen, il est plus juste en train de conquérir. Non, il structure. Voilà. Il est en train de créer une administration centrale, un véritable État fonctionnel et bureaucratique. C'est la clé de lecture ultime de notre dossier, en fait. La falaise de Behistun, c'est pas un simple caprice de mégalomane. C'est l'acte fondateur d'une nouvelle conception de l'État. Donc au final, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Son impact se résume en 3 dimensions colossales. Je t'écoute. 1. C'est un pilier linguistique. Notre pierre de Rosette, qui a ouvert les immenses bibliothèques d'argile de la Mésopotamie. 2. C'est un manifeste politique, la toute première campagne de relations publiques à l'échelle d'un continent entier, pour justifier un coup d'État par le divin. Et 3 ? Et 3, c'est le ciment identitaire de l'Empire achéménide, qui a été formalisé par la création d'une langue officielle. Il y a quand même une ironie magnifique à la fin de cette histoire. Darius, il a tout verrouillé.
Il a utilisé la montagne comme coffre-fort pour que son nom traverse les siècles intacts. C'est du glaive. Ils sont préférés attribuer la sculpture à des reines mythologiques. Comme Sémiramis. C'est ça. Il aura fallu l'obsession de savants pendus au bout d'une corde et l'odeur chimique du latex qui sèche au soleil pour obliger la pierre à nous rendre le vrai nom de Darius. C'est l'inaccessibilité absolue du lieu qui l'a sauvé de la destruction. Mais c'est cette même inaccessibilité qui a failli l'effacer définitivement de l'histoire. Ce monument, il nous rappelle un truc essentiel. C'est que l'information, elle n'est jamais figée. Elle dépend toujours de la capacité des générations futures à déchiffrer le support sur lequel nous l'avons laissé. Ce qui amène forcément à une dernière réflexion pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. De nos jours, on grave plus de montagnes. On génère des hexaoctets de données stockées sur des serveurs invisibles, dans le fameux cloud. Tout a l'air virtuel. Tout semble accessible en un clic, ouais. Mais en réalité, c'est infiniment plus fragile que le granit. Alors, à l'ère du tout numérique, quelles seront nos propres inscriptions de Beistoun? Quel grand récit de notre époque, quelle propagande essentielle on va laisser derrière nous, qui, dans 2000 ans, se retrouvera corrompu ou illisible, au point d'obliger les archéologues du futur à se suspendre au-dessous d'un immense vide technologique juste pour essayer d'extraire le sens de nos vieux disques durs complètement muets. La roche de Darius a tenu 2 millénaires. Reste à voir si nos serveurs en feront autant.